grand dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Coup d'État, rébellion, insurrection populaire, les changements de régime en Afrique se font rarement de façon pacifique. Plus de 60 ans après les indépendances, les Africains ont toujours cette propension à s'y maintenir une fois au pouvoir. Si on a un moment pensé que cette attitude était propre aux dirigeants issus de l'armée, le contraire a été prouvé après l'avènement de la démocratie. Modification de la constitution, tripatouillage des élections, les leaders politiques, une fois au pouvoir, usent de beaucoup de stratagèmes pour se maintenir. Certains tentent même une dévolution monarchique du pouvoir. Pourquoi l'Afrique reste confrontée à cette triste réalité? Quel est le rapport de l'Africain au pouvoir? Comment dépasser cela aujourd'hui? Le grand dialogue réfléchit sur ce sujet avec nos invités. Ils sont au nombre de 2. Ils sont tous enseignants, chercheurs et analystes politiques. Dr Souleymane Keïta, il enseigne à l'université Yambo Wologem de Bamako, et Soumaïla Lala, enseignant également à l'université. Ce grand dialogue sera modéré par Sekou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Merci, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. Moi, je voudrais commencer cette émission par une petite partie d'histoire. Est-ce qu'on peut nous dire un peu, je commence par vous, docteur Souleymane Keïta, quel a été le rapport de l'Africain au pouvoir pendant le temps des empires? Merci. Ça, c'est une leçon d'histoire. Ce sujet, quand vous me l'avez proposé hier, dit que c'est un bon sujet de philosophie politique, des sciences politiques tout court. Le temps des empires que nous avons connu, notre rapport au pouvoir, ça n'a pas beaucoup changé. C'est un rapport mystique, quasi métaphysique, ce qui veut dire c'est Dieu qui donne le pouvoir. Il ne se transmet que après que le titulaire soit décédé. Donc ce n'est pas un pouvoir qui se transmet de façon pacifique, qui passe d'une main à une autre. Lorsque vous avez le pouvoir, c'est Dieu qui le donne, et vous ne pouvez passer votre pouvoir qu'à vos progénitures. Et c'est déjà une linéarité qui existe. Et quand on revient dans notre modernité, notre contemporanéité, ce réflexe n'a pas beaucoup disparu depuis. Et c'est ce qui explique le maintien ou la volonté de se maintenir, et dans certains cas, de passer le pouvoir à son progéniture. Alors, sur la base de quoi vous vous fondez pour dire que ce réflexe n'a pas beaucoup disparu? Alors, à regarder simplement, chez nous, depuis 30 ans, quand je dis chez nous, je parle de la sous-région, et particulièrement de la sous-région francophone. Rarement, le pouvoir est passé d'une main à une autre de façon pacifique. Vous savez, dans la normalité, la passation de pouvoir, c'est une fête. C'est-à-dire qu'une élection, c'est une fête. Montre l'adhésion de la population aux visions d'un candidat qui devient, lui, président ou chef. Mais quand on revient un peu en arrière, le concept de Fama et de Mansa, ce concept ne prévoit pas une transmission du pouvoir d'un titulaire à un autre tant que le premier titulaire est vivant. Et ça n'a pas beaucoup changé. Alors, vous regardez nos voisins, nos pays voisins francophones. Si ce n'est pas un père qui transfère le pouvoir à son enfant, c'est des tripatouillages constitutionnels qui font que quelqu'un peut décider de s'éterniser. Vous avez Paul Biya, par exemple, qui est le doyen des chefs d'État et qui est là depuis une quarantaine d'années. Et ce n'est pas prêt de changer. D'accord. Soumaïla Lala, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à cette analyse de Dr Souleymane Keïta du temps des empires? Est-ce que nous avons toujours cette même perception, ce même réflexe par rapport au pouvoir?
Oui et non. Oui, en ce sens que, voilà, comme le docteur Keita l'a souligné, il y a un rapport atavique qui est là. Il y a un rapport atavique qui est couronné par un rapport de sacralité au pouvoir. L'Africain, de par la constitution de nos sociétés, c'est un phénomène qui n'est pas propre à l'Afrique, qui est propre à beaucoup d'aires géographiques, mais je pense que les autres ont passé un cap que l'Afrique n'a pas encore passé. Il y a ce rapport de sacralité qui est là, qui fait que les populations elles-mêmes entourent les pouvoirs d'une certaine sacralité. Les pouvoirs sous nos cieux a toujours, jusqu'à un passé récent, jusqu'à ce qu'on soit dans ce qu'on qualifie aujourd'hui d'Afrique contemporaine, le pouvoir a toujours été transmis de père en fils ou de frère à frère, ainsi de suite. Et cette dimension de transmission est quelque part ancrée dans le subconscient, ce qui fait que ceux qui arrivent au pouvoir ont une espèce de lecture personnelle, plus personnelle du pouvoir qu'une lecture institutionnelle. Et c'est cette lecture personnelle qui fait que ces personnes qui accèdent au pouvoir ont cette fâcheuse tendance à vouloir s'y maintenir. Alors, mais comment comprendre aujourd'hui, je reste avec vous, Soumaïla Lala, comment comprendre aujourd'hui le temps des empires a passé, il y a eu la colonisation et il y a eu les indépendances. Comment comprendre aujourd'hui qu'après tout ce temps, on a toujours cette propension à toujours garder, à se maintenir une fois après avoir accédé au pouvoir? Parce que je pense que le modèle, à l'entame, on va dire, des indépendances, nous sommes allés sur un modèle qui, de mon point de vue, est devenu un modèle biaisé, après coup. Biaisé pourquoi l'État jacobin, tel que nous l'avons hérité, a eu du mal à s'incorporer, on va dire, dans nos us et coutumes, dans nos réalités, dans nos manières de faire et de penser. Et cet État jacobin, des indépendants jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais su ou pu être un État qui est sorti du caractère personnel du pouvoir pour aller vers le caractère institutionnel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, de Modibo, je prends l'exemple sur le Mali, de Modibo à Assimi qui est au pouvoir aujourd'hui, ce pouvoir a toujours été entouré d'une dimension personnelle qui fait que la lecture qui est faite du pouvoir par ceux qui doivent faire en sorte que le pouvoir fonctionne normalement est une lecture qui tend à être plus une lecture qui renforce les hommes que les institutions. C'est-à-dire, la tendance, c'est de toujours chercher un homme fort et non des institutions fortes. Et cette recherche d'homme fort fait que l'homme qui s'est investi de cette prérogative d'homme fort a tendance à en abuser. Et c'est ce qui continue. Un autre aspect, on n'a jamais travaillé à renforcer les capacités de nos institutions. Ceux qui sont censés être des contre-pouvoirs ont toujours été soit contrôlés, soit instrumentalisés, soit très faibles. Ce qui fait que ceux qui sont au pouvoir, les maîtres du jour, ont toujours fait, selon leur conscience ou pas, ce qu'ils voulaient faire et de fil en aiguille, souvent se sont retrouvés prisonniers de leurs décisions, ce qui fait que l'après-pouvoir est devenu très compliqué pour eux parce qu'ils n'ont aucune garantie de ce qui se passera après eux. Oui. Alors, docteur Suleiman Keita, est-ce que on peut dire que le fait, en tout cas cette envie de monopoliser le pouvoir, de garder le pouvoir, est-ce qu'on peut dire que la faute incombe aux dirigeants ou bien au peuple qu'ils dirigent? C'est d'abord historique, hein. Il a été dit tout de suite, nous n'avons pas su encore passer le cap de pouvoir personnel à pouvoir institutionnel. Et c'est un travail qui va se faire quand l'éducation aura pris toute l'ampleur qu'il faut pour que les gens soient éveillés. Parce qu'aujourd'hui encore, celui qui est au pouvoir, il se sent investi d'une mission messianique qu'il doit lui porter. Et malheureusement, je crois que c'est cela la métaphore de l'homme fort. Mais est-ce que le peuple aussi ne l'encourage pas dans ce sens?
C'est pourquoi je mets l'accent sur l'éducation. Est-ce que le peuple le sait? Quand vous parlez d'institutions tout de suite au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, le peuple ne se sent pas concerné parce que simplement, il ne sait pas. Et c'est par l'éducation qu'on peut arriver à éveiller le peuple pour qu'il comprenne que le pouvoir, en réalité, lui appartient à lui et non pas à un homme, une famille, un clan ou une ethnie. C'est d'abord ce travail qu'il faut faire. Et tant qu'on n'aura pas fait ce travail, ça peut être long, ça peut être fastidieux, mais tant qu'on n'aura pas fait ce travail, on va continuer, excusez-moi, à tourner en rond. On va continuer à tourner en rond. C'est-à-dire c'est des hommes qui arrivent avec une mission à accomplir pour le pays, par eux-mêmes et par leur personne, leur personnalité, sans quoi la mission ne serait pas accomplie. Ou sans ces personnes, la mission ne peut être accomplie. Et c'est l'éducation qui permettra d'éveiller les consciences. Est-ce qu'il ne faut pas chercher cette explication aussi au niveau de nos croyances religieuses, mais aussi même nos croyances qui ne sont pas forcément... Au niveau de nos différentes croyances, souvent on dit que le pouvoir, c'est Dieu qui le donne et c'est Dieu qui l'arrache quand il veut. Est-ce que voilà, un peuple à qui on répète de tels propos, est-ce que ce peuple peut être prêt pas à revendiquer, mais est-ce qu'il peut même penser déjà que le pouvoir c'est à lui que le pouvoir revient? Est-ce que ça n'a pas un poids Ça a un poids. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que nous avons un rapport métaphysique au pouvoir. De tous les continents du monde, je crois que l'Afrique est restée, et l'Afrique de notre côté, est restée le seul dans cette croyance-là que le pouvoir, c'est l'émanation de Dieu. Et c'est un attribut de Dieu. Et en tant qu'attribut, le peuple ne se sent pas... Vous voyez que ça biaise notre définition de la démocratie, notre conception de la démocratie et notre rapport à l'élection. Parce qu'on se dit, ça ne sert à rien, celui qui est destiné à être au pouvoir le sera de toute façon, et que l'on vote ou pas. Et pour changer cette perspective, ce regard, l'éducation est l'arme qu'il faut pour éveiller les consciences à ce que le peuple puisse s'approprier la notion du pouvoir et le renforcement des institutions, qu'on puisse savoir que les hommes y passent. Mais les institutions, lorsqu'elles sont renforcées, lorsqu'elles sont fortes, elles demeurent même lorsque les hommes sont en faillite. Et c'est pourquoi je mets l'accent sur l'éducation. C'est ce qui permet de changer cette perspective, ce regard sur le pouvoir, un regard mystique. Donc Dieu donne le pouvoir, il le retire, et à aucun moment on ne voit ni l'effort de celui qui arrive au pouvoir, ni la défaite de celui qui quitte le pouvoir, puisque de toute façon, la destinée est en marche. Ok, Soumaïla, est-ce qu'on peut dire que finalement on s'était trompé en pensant que c'était un problème systémique jusqu'au début des années, à la fin des années, plutôt à la fin des années 90, où on a pensé que le pouvoir, c'est parce que voilà, c'est des militaires qui détenaient le pouvoir, qui ne voulaient pas le céder, qui ne voulaient pas de la démocratie. On a vu que même après l'avènement de la démocratie, il y a toutes les stratégies qui sont utilisées par ceux qui détiennent le pouvoir pour s'y maintenir. Est-ce que finalement, ce n'est pas un problème culturel, d'éducation, comme l'a dit Dr Keïta, qu'un problème systémique? Éducation systémique, je pense que c'est un peu de tout ça. Encore une fois, comme je l'ai dit, le modèle n'a pas su être adapté. Adapté pourquoi nous avons toujours été dans des pouvoirs, encore une fois, personnels. Celui qui arrive très souvent au pouvoir ne vient pas pour renforcer les institutions et vient plutôt pour soit se renforcer lui-même, soit renforcer son réseau, son entourage. Et très souvent, c'est un réseau qui porte les individus au pouvoir chez nous. Et ce réseau est un réseau clientéliste. Après, il y a un tout, on va dire, qu'il faut régler pour ces réseaux. Et chez nous, l'autre aspect, c'est que très rapidement, on a fait comprendre aux gens
que le pouvoir est le meilleur ascenseur social pour avoir accès au prestige, pour avoir accès aux richesses, pour avoir accès à la sécurité. Il faut être au pouvoir ou il faut être proche du pouvoir. Ce qui fait que nous avons eu des dirigeants jusque-là. C'est vrai que le système a facilité les jeux. Nous avons eu des dirigeants qui ont été dans une espèce d'hyper-présidentialisme, qui ont tout concentré entre leurs mains et entre les mains de leurs proches, au détriment d'autres institutions. Et ces institutions qui devaient servir de contre-pouvoir n'ont jamais réellement joué leur rôle pour, on va dire quelque part, annihiler souvent les ambitions démesurées ou de maintien de ceux qui sont au pouvoir. Ces institutions ont été instrumentalisées, contrôlées. Je parle, par exemple, en termes d'institutions, je parle, par exemple, du Parlement, je parle, par exemple, des médias, je parle, par exemple, de la justice. À aucun moment, ces institutions n'ont véritablement joué leur rôle. À chaque fois que quelqu'un a voulu aller au-delà de ce que la loi lui permettait ou au-delà de ce que l'esprit de la loi lui permettait, ce sont ces institutions qui sont contrôlées par cette personne qui lui ont facilité la tâche. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un coup d'État qui valide, ce n'est pas la justice. Pourtant, elle est garante du respect des lois et règlements dans le pays. Oui. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut aller au-delà de ce que la loi lui autorise en termes de mandat, qui valide très souvent, ce sont nos parlements, nos parlementaires. Ensuite, par moment, les populations, à une exception près, et cette exception près, c'est un peu le Sénégal, où on a quand même une culture démocratique qui, petit à petit, s'est installée, même si elle n'est pas parfaite. Mais il y a une certaine alternance, même si les alternances ne suffisent pas à promouvoir une démocratie, c'est juste un aspect de la démocratie. Mais fondamentalement, de mon point de vue, ce n'est pas la démocratie qui est en cause, encore une fois. Ce n'est pas le modèle appliqué qui est véritablement en cause. Ce sont les hommes qui ont cette facilité à manipuler des textes, qui ont cette facilité à aller au-delà de leurs prérogatives. Je prends l'exemple aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, par exemple. Je prends l'exemple sur la Guinée-Bissau, c'est ça, où, de mon point de vue, je ne vois pas l'utilité d'aller au-delà de ce qui a été fait jusque-là. Et je répète toujours une phrase, elle est la suivante: si le président meurt tout de suite, est-ce pour autant que le pays va s'arrêter? Nasser était très fort, il est mort. Est-ce que l'Égypte s'est arrêtée? Staline était très fort, il est mort. Est-ce que l'URSS s'est arrêté? Le pays va toujours continuer. Il n'y a pas d'homme providentiel. Et je pense que ceux qui sont au pouvoir savent qu'ils ne sont pas providentiels, mais ils sont victimes d'un système qui fait que s'ils quittent le pouvoir, ils n'ont aucune garantie de ne pas avoir de problème après. Ils n'ont aucune garantie de mettre en sécurité leur réseau, leurs proches. Ce qui fait que même quand ils ne veulent pas quitter le pouvoir, ils font tout pour se maintenir. Et malheureusement, ça se referme toujours sur eux. Alors, Dr Souleymane Keita, que dites-vous de ce qui accuse souvent les puissances occidentales, notamment, en tout cas les anciennes puissances colonisatrices, de soutenir des dirigeants qui, en tout cas, décident de se maintenir au pouvoir? Est-ce que ils ont quelque part raison ou bien ce n'est pas un argument qui tient? Je crois que notre rapport à l'ex-puissance coloniale, je reste sur l'Afrique francophone parce que c'est une particularité. Vous partez au Ghana, c'est autre chose. Mais en Afrique francophone, nous sommes restés liés par un cordon ombilical, mais très fort, à l'ex-puissance colonisatrice. De sorte que elle est restée omniprésente dans nos politiques intérieures. Donc, si on regarde du sommet de la Baule jusqu'à une date relativement récente, l'ex-puissance colonisatrice faisait et défaisait les régimes. Et ça, c'est une réalité. Tant que vous êtes d'accord, le père Bongo aurait pu rester au pouvoir autant tant qu'elle fait là. C'est une puissance, une manne financière très forte et gage de sécurité pour le pouvoir. Et à un moment donné,
il y a des pays qui ont commencé à dénoncer à très haut niveau l'implication de l'ex-puissance colonisatrice. Et ces pays ont commencé à parler à la première personne du singulier, à dire non, on n'est pas d'accord. Mais une puissance aussi a besoin de ces ex-colonies pour vivre. Notamment si on reste dans l'exemple que je prends, le côté francophone, la France a besoin de ces ex-colonies pour vivre. Et du coup, le cordon n'a jamais été coupé. Ce n'est que récemment que des pays commencent à dire non. Donc l'implication, elle est réelle. Je crois que les pays, on l'a dit suffisamment, et le fait de le dire, c'est presque un euphémisme, les pays n'ont pas d'amis. Il appartient aussi à nos jeunes États qui ne sont pas si jeunes, 60 ans quand même. Nous avons connu toutes les expériences possibles et imaginables. C'est à nos pays, à nos dirigeants, de commencer à voir où se trouvent les intérêts du pays. Alors, Soumaïlana, mais est-ce qu'il y a-t-il du mal à vouloir garder le pouvoir une fois qu'on arrive à satisfaire, à répondre aux préoccupations du peuple, à satisfaire aux besoins, du peuple? De mon point de vue, absolument pas. À partir du moment où c'est le peuple qui donne cette légitimité, c'est le peuple qui donne quitus pour rester au pouvoir, de mon point de vue, absolument pas. Mais qu'est-ce qu'on remarque dans la pratique? Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le peuple qui donne. C'est vraiment pas le peuple qui donne. En général, qu'est-ce qui se fait? On révise la Constitution. Moi, je suis de ceux qui pensent que la limitation, par exemple, de mandat est antidémocratique. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où, à chaque élection, lorsque les élections, là aussi, c'est les défis, hein, il faut être dans un cadre où les élections sont organisées de la manière la plus transparente, où le vainqueur est réellement le vainqueur. À partir de ce moment-là, je pense qu'il revient au peuple de décider à qui donner les commandes de son destin. Et à partir de là, je pense qu'il n'y a véritablement pas de problème. Mais ce qui se passe dans les faits, c'est que c'est, on va dire, des stratagèmes qui sont mis en place pour contourner les lois et se maintenir au pouvoir. Très souvent, ce n'est même pas le peuple qui s'exprime. Lorsqu'on révise la Constitution dans certains pays, c'est le Parlement qui fait le job. Il n'y a pas un vote populaire. Parce qu'on suppose que les représentants du peuple sont au Parlement et le Parlement a acquis à la cause de celui qui est au pouvoir. Et par endroits, sous certains cieux, on rassemble 10, 15, 100 personnes et on dit, bon, nous on est là pour parler au nom du peuple. On vous donne l'autorisation de rester au pouvoir pendant tel nombre d'années. Ce n'est pas démocratique, ce n'est pas le peuple qui s'est exprimé. Et à partir de là, je pense que c'est un précédent très dangereux qu'on se crée parce qu'on fait comprendre inconsciemment aux gens que pour accéder au pouvoir, il faut se battre pour l'avoir. Et ça, c'est pas bon. Il faut rester dans le jeu démocratique. On peut rester au pouvoir dans le respect des textes qu'on a soi-même établis. Je prends l'exemple sur Poutine. Il pouvait rester au pouvoir. Quand il a décidé de se retirer, de mettre sur selle Dimitri Medvedev, il avait toute la latitude de rester au pouvoir à ce moment-là, de modifier la Constitution parce que c'est quelqu'un qui contrôlait tout. Mais il s'est dit... Que même quand il s'est retiré, il ne détenait pas les... Oui, mais il a mis la forme. Et ça, c'est très important. Il est passé de président à premier ministre. Il a respecté ce que la Constitution disait. Et ça, c'est un signal qui a été envoyé. De mon point de vue, il est extrêmement important de respecter le plus possible les textes. Quitte à se maintenir, il faut le faire dans un cadre légal. Et c'est ce qui fait défaut à nos États. Et encore une fois, comme je l'ai dit, nous avons une panoplie d'hommes au niveau de nos institutions, mais nous avons très, très, très peu, sinon quasiment pas d'hommes d'État. C'est ça toute la différence. Il y a les hommes et il y a les hommes d'État. Les hommes d'État pensent à l'intérêt général, les hommes d'État pensent au futur. Et les arrivistes, comme on en a beaucoup chez nous, ne pensent qu'à aujourd'hui et qu'à leur intérêt. Au-delà de cet aspect aussi, dans nos armées, nous avons très peu d'officiers
républicain aussi. Ce qui fait que c'est très dommage. D'accord. Docteur Souleymane Keïta, même si on arrive à satisfaire les besoins de nos populations, du peuple, même si ce peuple-là nous donne cette légitimité, est-ce que le fait de rester au pouvoir 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, est-ce qu'on n'est pas atteint par ce qu'on appelle souvent l'usure du pouvoir? Est-ce que ça ne peut pas avoir des conséquences après? Ben, évidemment que ça a des conséquences. On peut ici, les exemples font légion. De ceux qui ont pensé être indispensables, qui n'ont jamais pensé à l'après-pouvoir, parce que ça, c'est le véritable problème. On ne pense pas à l'après-pouvoir. Une fois qu'on est au pouvoir, là, à parler du piège qui se referme à partir du réseau, les réseaux qui vous portent, même si vous voulez démissionner, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Peu importe que ce soit au niveau de l'État, au sommet de l'État, ou à des postes moins prestigieux que le poste de chef de l'État. Mais la démission, c'est un choix, ça vient de vous. Comment on pourrait vous empêcher de démissionner? Ça, quand même, c'est difficile à comprendre, quand même. Je vous donne un exemple, on va prendre un cas pratique. Oui. Vous devenez demain ministre. Oui. Gadjougo, vous nous appelez, nous deux, comme conseillers. On ne travaillait pas ou on travaillait très peu. C'est une vie qui change pour nous deux, qui allons aussi amener des gens avec nous. Oui. Si demain vous voulez démissionner parce qu'il y a eu un article de presse que vous n'avez pas apprécié, parce qu'il y a eu un geste que vous n'avez pas apprécié, c'est à nous de faire pression. Non pas qu'on vous aime tant, mais si vous démissionnez, nous retournons à notre état ancien. Donc on fait tout pour que vous restiez. Si les réseaux, généralement les réseaux est toujours plus puissant que l'individu. Parce que ce que les autres ne voient pas, vous voyez. Donc vous ne pouvez pas aller contre les réseaux. Maintenant, ceux qui font 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui restent aussi longtemps, qui se croient indispensables, et généralement ça finit toujours mal. Puisqu'ils n'ont jamais préparé l'après-pouvoir, ils n'ont jamais pensé d'ailleurs l'État pouvant continuer sans eux, quand ils ne sont plus là, généralement c'est le chaos. Parce que personne n'a été préparé à prendre le pouvoir. Ça devient un peu comme ce qui s'est passé lors de l'effritement de la Grèce antique. Chaque puissance va vouloir grignoter ce qu'elle peut grignoter. Alors que, contrairement à ce que là disait, moi je suis vraiment pour la limitation du mandat. Oui. Si la Constitution prévoit 2 mandats de 5 ans, un mandat renouvelable une fois de 5 ans, c'est largement suffisant pour mettre en exécution ces projets. Et de toute façon, quand on parle de continuité, vous faites ce que vous pouvez. Ce que vous ne pouvez pas, défaut de temps ou de moyens, d'autres viendront pour le faire à votre place. Mais ne jamais conjuguer le pouvoir à la première personne du singulier. L'État, c'est moi. Chaque fois que ça a été le cas, c'est un drame après. Si les institutions marchent, il a pris l'exemple du Sénégal, là on a vu des magistrats qui ont assumé leurs fonctions. Mais même là, au Sénégal, où il y a une habitude d'alternance, l'alternance se fait souvent dans la douleur, dans la souffrance, souvent dans le sang, malheureusement. Parce que celui qui est au pouvoir, il est arrivé au pouvoir, mais il n'a jamais pensé quitter le pouvoir. Mais il arrive souvent que, dans certains cas, par exemple au Rwanda, aujourd'hui, Paul Kagame, ça lui fait combien d'années 30 ans comme ça au pouvoir. Aujourd'hui, on sait qu'il a su développer son pays. S'il décidait de se retirer aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'on ne trouve pas, je ne dirais pas que le Rwanda n'a pas d'homme valable qui puisse le remplacer, mais est-ce qu'il n'y a pas de risque que ça amène une certaine, en tout cas, déstabilisation, sinon les chantiers qui sont engagés, que ces chantiers ne soient pas achevés, qu'on puisse trouver quelqu'un tout de suite qui puisse vraiment faire comme lui, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là souvent? Non, je crois que là, à parler de ça, c'était mortel. C'était mortel. Et si il a mis les institutions sur pied, véritablement, il n'y aura aucun problème. Avec ou sans lui, l'État va continuer à fonctionner. C'est pourquoi je dis, nos autorités, généralement nos chefs d'État,
se croient dans une mission messianique. C'est à moi de conduire mon pays, mon peuple, jusqu'à... Sauf que vous êtes mortel. Et si vous pensez mortel, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de l'après-vous. Donc, s'il a véritablement travaillé sur les institutions, parce que moi, je crois que c'est beaucoup plus les institutions qui gouvernent que les hommes. Les hommes sont faillibles, ils sont mortels. Surtout que c'est un militaire, il est dans une zone qui est sujette à des soubresauts militaro-politiques. Donc, il peut mourir, ou de mort naturelle, ou de coup d'État, mais le pays, à aucun moment, ne doit s'arrêter parce qu'il n'est pas là. Ce qui est valable pour Kagame l'est aussi pour tous les autres présidents. Tous les autres. Ce n'est pas un homme qui a une mission spécifique de conduire un pays vers je ne sais où, mais à un moment donné, vous ne serez pas là, d'une manière ou d'une autre. Donc si les institutions existent, le pays va continuer sa marche. Mais est-ce que, Soumaïla, est-ce que nous avons aujourd'hui des peuples qui sont éduqués, qui sont éveillés à ce point, au point de savoir que le plus important, c'est de solidifier les institutions que de penser à être l'homme providentiel. Oui, il a pu développer le pays, il a tout fait. Et le jour où il n'est pas là, c'est le chaos. Est-ce que nous avons aujourd'hui ce peuple-là? Je vais profiter de cette question pour répondre partiellement à la question qui a été posée à Keïta. Si aujourd'hui on arrive à se demander si tel président n'est pas là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il n'y a pas risque de déstabilisation? C'est parce que le président n'a pas préparé sa succession, l'après-pouvoir. C'est tout simplement ça. Un président qui pense l'après-pouvoir prépare son départ. Mais comme je l'ai dit encore une fois, nous sommes dans des systèmes de pouvoir personnel. Ce qui fait que le réseau, quand il te tient, t'oblige à rester. Et quand tu décides de partir, ou quand tu n'arrives pas à contourner les textes et que tu es amené à partir... Vous êtes d'accord avec ce que Keïta a dit, qu'il y a un réseau, il y a l'entourage qui peut faire pression? Le fait que les dirigeants n'ont pas de garantie de ne pas être poursuivis fait par moment qu'ils s'entêtent pour rester au pouvoir. Je prends l'exemple de la Mauritanie, par exemple, où Aziz, dès qu'il a quitté dès qu'il a quitté le pouvoir, tout le système qu'il avait mis en place s'est effondré. Et aujourd'hui, il a été condamné. C'est ce genre de craintes par moment et par pays qui font ou qui fait que certains s'agrippent au pouvoir. Maintenant, pour répondre... Oui, mais avant de répondre à cette question, moi, je ne suis pas tellement d'accord avec le fait qu'on puisse être tenu par l'entourage, par un réseau. Et nous avons eu un cas ici au Mali quand même. Notre premier président, après l'avènement de la démocratie, quand même, il a cédé le pouvoir. On ne dirait pas qu'il n'avait pas d'entourage, de réseau qui pouvait lui faire pression. C'est une exception. Le cas Alpha, je dirais que c'est une exception. Et c'est une exception qui n'a pas su être profitable pour le Mali parce que c'est une exception qui ne s'est pas pérennisée, qui devait être pérennisée, qui ne l'a pas été. Et même là, quand on prend l'histoire contemporaine du Mali, on est tenté de dire que même Alpha n'a pas préparé sa succession ou ne l'a pas préparé comme il devait préparer son après-pouvoir. Quand on est à la tête ou quand on est issu d'un parti qui est foncièrement bien implanté et qu'à l'interne, ce parti implose, ça veut dire il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme ça devait se passer. Et encore une fois, c'est une réalité. C'est une réalité. On n'a pas d'institution, on a des hommes forts. Et quand on a des hommes forts, ça ne marche pas. Maintenant, pour répondre à la question, je dirais aujourd'hui que l'Afrique de 2025 n'est pas l'Afrique des années 60, n'est pas l'Afrique des années 80, n'est pas l'Afrique du début des années 2000. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, l'avènement des réseaux sociaux, l'avènement d'Internet fait qu'on a des jeunes ou une population des jeunes très regardants sur ce qui se passe, qui donnent leur avis, qui donnent leur opinion, même si c'est des opinions qui sont par moments discutables, mais il y a
une réelle envie de participer au débat public, de donner son point de vue, et il y a une réelle envie d'asseoir une certaine transparence et un certain système de reddition des comptes au sein de l'appareil d'État. Donc, pour moi, à partir de cet aspect-là, je pense qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que quand on prend les cas, par exemple, de Y'en a marre au Sénégal, ils ont fait un travail extraordinaire du début des années 2010 jusqu'à aujourd'hui. Ils ont fait un travail extraordinaire en termes de renforcement des institutions. Quand on peut dire que c'est une exception aussi en Afrique. On peut même prendre le ballet citoyen, qui pour moi est un cas d'école. On peut prendre même Ante Abana, qui malheureusement pour le Mali, il y a de très belles idées, mais il n'y a jamais de queue en fait. Ça se termine toujours en queue de poisson. C'est toujours instrumentalisé après. C'est souvent des idées qui sont portées par des jeunes, mais ça se termine toujours en queue de poisson. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Et c'est ce qui me fait dire qu'on manque cruellement d'hommes d'État. Parce que souvent, quand ce type d'initiatives naissent, les hommes qui les portent ne sont pas forcément convaincus. Et c'est cette absence de conviction qui fait que je ne vais pas prendre l'exemple sur les M5 RFP. Pour moi, c'est un non-événement. Qui font que c'est juste dommage, quoi. Alors, malgré tout, malgré l'avènement des réseaux sociaux qui a fait aujourd'hui que les jeunes sont regardants, les jeunes ont la possibilité de s'exprimer, malgré tout, il y a des dirigeants qui arrivent à se maintenir. Certains même viennent avec voilà, des slogans pour nettoyer et puis partir, mais après, voilà, ils restent au pouvoir. Donc, ça veut dire qu'il y a encore du chemin à faire. Il y a du chemin à faire parce que l'appareil d'État est instrumentalisé. L'appareil d'État est instrumentalisé. Dans certains pays, il y a la crainte de la baïonnette. Dans d'autres, il y a la crainte de la justice. Dans certains pays, il y a les discours officiels instrumentalisés qui créent une certaine adhésion populaire chez les jeunes. Jusqu'à ce que les discours ne remplissent plus les assiettes, jusqu'à ce que la faim commence à se faire sentir. Et à partir de là, il y a souvent remise en cause de ce qui a été dit, ce qui a été fait. Mais véritablement, pour ceux qui suivent, qui sont de bonne foi et qui ne parlent pas ou qui cautionnent très souvent, c'est parce qu'il y a la perte de la baïonnette ou de la justice. D'accord. Docteur Souleymane Keita, vous aviez déjà commencé à parler un peu des solutions pour dépasser cette situation aujourd'hui à vouloir se maintenir au pouvoir, notamment de solidifier nos institutions, de mettre en place des institutions fortes, au lieu que ce soit des hommes forts. Quelle solution autre on peut préconiser pour vraiment passer ce cap-là aujourd'hui? Je voudrais faire un petit retour sur l'intermède Alpha-ATT. Oui. Ça s'est joué dans les deux sens. Difficile de comprendre ce qu'on a appelé l'alternance de 2002 sans regarder dans les rétroviseurs de ce qui s'est passé en 92. La transition de ATT. Transition de 92. Oui. Là, c'est de ATT à Alpha. 2002, c'est dans l'autre sens de Alpha à ATT. Mais c'est assez intéressant. Comment, d'ailleurs, ATT l'a dit, c'était presque son testament avant la mort. Il dit c'est incompréhensible que lui, indépendant, puisse arriver au pouvoir face à ces partis-là. Mais c'est un sujet très intéressant. Alors, maintenant, les solutions, elles existent. Quand on dit les institutions fortes ne tombent pas du ciel. Elles émanent aussi d'une volonté. Et cette volonté, il faut faire en sorte que les chefs d'État puissent incarner la volonté et faire en sorte que, c'est pourquoi j'ai mis l'accent sur l'éducation, éduquer le peuple, la jeunesse. C'est vrai, il y a les réseaux sociaux, mais il y a d'autres canaux pour que les jeunes puissent s'approprier de la chose politique. Lesquels? Alors, il y a les réseaux sociaux, il y a l'école, il y a tous les organismes de jeunesse qui existent. Que l'on puisse comprendre que, moi, quand on me dit un président a travaillé, je dis, mais il est payé pour travailler. C'est
c'est un fonctionnaire. Il occupe la fonction du président. Il est entretenu, soigné, nourri et blanchi pour travailler. Donc s'il travaille, il n'a fait que sa mission pour laquelle on le paye. Si les gens comprenaient jusque dans nos villages qu'en réalité, de par leurs maigres moyens, c'est eux qui entretiennent les hommes politiques. Quand je dis hommes politiques, il s'agit de ceux qui sont au pouvoir. La question de la redevabilité va se poser. Si je te paye, il faut que tu sois capable de me rendre compte. Vous voyez, récemment, je crois qu'à partir des réseaux sociaux, on a obligé le ministre malien des Finances à se prononcer sur l'argent collecté à partir des taxes sur fonds de soutien. Fonds de soutien. Oui. Donc, il a été obligé de rendre compte. Parce que de plus en plus, les gens regardent. Et ce genre d'initiatives doivent se multiplier pour que le président, tout le monde sache que quand on a un président, il a un mandat qui va de telle année à telle année, il peut se représenter une fois au-delà, la question ne se pose plus. Ce qui fait qu'en 2002, Alpha est parti de façon très galante, parce que depuis déjà 2000, il y a eu des voix qui se sont dit attention, qui lui ont prêté, à tort ou à raison, une volonté de vouloir se maintenir. Les mêmes alertes ont retenti vers la fin du mandat à Titi. Les mêmes alertes ont retenti avec justement Ante Abana. Mais Ante Abana, pourquoi là ça n'a pas marché? Ce n'est pas la première initiative, mais pourquoi ça n'a pas marché? Il faut voir ceux qui portaient le projet. C'est un peu comme M5. C'est des initiatives historiques, temporelles, qui ne peuvent pas être pérennisées quand on voit les hommes qui portent ces initiatives-là. Les contradictions fondamentales vont refaire surface très très tôt. Dès l'instant que ce qui est au point de mire n'est plus là, on ne peut plus continuer à rassembler tout ce monde-là. Donc, pour finir, oui, l'éducation est l'arme fondamentale pour cela. L'éducation sous toutes ses formes, pas seulement l'école, sous toutes ses formes. Éveiller la jeunesse, éveiller la population pour dire ceux qui nous gouvernent, ils nous doivent des comptes. Parce qu'après tout, c'est nous qui leur donnons le pouvoir et nous avons la possibilité de retirer le pouvoir. Et malheureusement, nous n'avons pas cette culture au Mali. Quand il y a élection, si le Malien n'est pas content, il ne va pas voter. Parce qu'il n'a pas compris que c'est son vote qui accorde le pouvoir. Oui. Quand on est débouté, on reste à la maison. On dit, voter, ça ne change rien. Pour revenir à la question métaphysique, on s'est dit de toute façon, oui, Dieu sait qui va devenir le président. Tout à fait. On termine avec vous, Soumaïla, par rapport aux pistes de solutions pour vraiment franchir ce cap-là aujourd'hui, pour que voilà, cette tentative, cette volonté à se maintenir au pouvoir, malgré tout, souvent qui se passe voilà, avec des morts, quelle solution peut-on trouver aujourd'hui pour pouvoir passer ce cap? Il faut beaucoup de volonté politique, parce que sans volonté politique, rien ne se passera dans ce sens. Il faut une volonté politique, je veux comprendre. Quand je dis volonté politique, il faut qu'on ait quelqu'un qui accède au pouvoir, qui ne soit pas dans une logique personnelle, qui soit dans une logique institutionnelle, qui travaillera à renforcer les institutions, qui travaillera à faire en sorte que le contrat social sur lequel il a prêté serment, que ce contrat social soit respecté, que la volonté du peuple soit respectée et que les institutions soient en mesure de contrôler lui-même son action. Ça peut exister en Afrique? Ça peut exister. Je pense qu'il y a des hommes très valables en Afrique, il y a des hommes très valables au Mali qui, s'ils ont la chance un jour d'accéder à la magistrature suprême, travailleront dans ce sens. Mais malheureusement, le système est fait de telle sorte, est verrouillé de telle sorte qu'il est aujourd'hui très difficile pour que ce type d'homme accède à la magistrature suprême. Il faudra en amont travailler à déconstruire le système et à faire comprendre aux populations qu'il est urgent, sinon vital,
pour l'avenir des générations, pour les générations à venir, qu'on ait un homme qui ne pensera pas à aujourd'hui, mais pensera plutôt à demain et à l'après-demain. D'accord. Et c'est ce qui va mettre fin à ce grand dialogue qui réfléchissait sur cette thématique aujourd'hui, le changement de régime pacifique, une gageure en Afrique. Nos invités étaient Dr Souleymane Keïta, enseignant-chercheur et analyste politique à l'université Yambo Olgem, et Soumaïla Lalla, enseignant-chercheur à l'université du Mali. Sékou Gadjigo a modéré ce grand dialogue qui a été réalisé par Gagny Kanté à la technique et Adjiratou Traoré qui était à la régie vidéo. Merci à toutes et à tous. On se retrouve jeudi prochain pour un autre débat.